Retour de notre émission et nous allons parler des académies dans le cadre du dossier de l'FC. Nos invités sont toujours là avec nous. Samuel Nodo, ancien basketteur. Samuel, vous étiez bon dans les lancers de loin ou bien il fallait vraiment mettre sur le panier? Il faut dire que je jouais plus près du panier que... Ouais. Pivot donc. 4-5, oui. Les bois roulés, vous étiez bon aussi? Non, à l'époque, on ne faisait pas beaucoup de bois roulés, mais par contre, on était tout en puissance. Ouais. Un peu grasseux quand même, un peu, non? J'ai joué contre des Camerounais, des basketteurs camerounais. On est en train de regarder des échanges entre deux basketteurs. J'ai joué contre des Camerounais qui m'ont dégoûté. Bah oui, ils étaient tellement forts. Ouais, mais c'est une chose, c'est que moi j'ai hésité entre le foot et le basket. Au Sénégal, j'ai joué au basket. T'as bien choisi. Tu aurais pu être non, c'est ça. Et tu as la taille. Noureddine Sali, qui a fait l'objet de Mercato très intéressant, qui était à Radio France Maghreb 2, pour très très cher, je peux vous le dire. Il va peut-être nous donner le chiffre avant la fin de l'émission. Et puis Amara Simba, qui compte faire un procès à Ronaldo et Zlatan, qui lui ont copié la bicyclette. Attention, attention. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Attention. Non, c'est pour plaisanter, bien sûr. Nous allons nous adresser aux internautes tout de suite. Mais je confirme qu'Amara Simba est bien le roi de la bicyclette. Alors, nos dossiers des académies africaines de football sont une garantie justement pour les jeunes footballeurs africains. Vous n'hésitez pas, vous allez sur notre Facebook Africa 24 ou sur le Twitter, le hashtag Africa 24. Place au dossier maintenant. Et justement, les académies jouent-elles un rôle important sur le continent ou servent-elles à réaliser des affaires? Est-ce un business? Perçons le secret avec la rédaction et juste après les invités vont nous faire leurs confidences. Regardez ce sujet d'abord. En Afrique, le football a longtemps été perçu comme un divertissement. Sa pratique s'est étendue dans le cadre informel, un peu comme en Amérique du Sud. Mais depuis le début des années 2000, les académies sont devenues légion en Afrique. Conséquence, sur les 15 dernières années, les footballeurs africains les plus en vue et qui ont formé l'ossature de leurs équipes nationales respectives sont issus des centres de formation installés sur le continent. Nous, notre objectif, ça a toujours été de faire plus tard un centre vraiment performant. Un des meilleurs centres, même à la limite du monde, sans être prétentieux. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. On a des installations sportives dignes de ce nom. Et pour la rentrée prochaine, au mois d'octobre, on va pouvoir accueillir un lycée où il y aura l'enseignement général, il y aura l'enseignement professionnel. Et pour permettre à ces garçons-là, même s'ils ne peuvent pas réussir exactement dans le football, mais au moins de pouvoir percer dans le monde du travail. Néanmoins, l'aspect business fait souvent défaut. À titre d'exemple, certains dirigeants des écoles sont soupçonnés de détournement d'argent. En effet, des clubs étrangers opportunistes s'arrangent avec les hauts placés du centre de formation pour recruter les meilleurs joueurs africains. Il va falloir que la Confédération africaine de football, ou bien pourquoi pas la Fédération internationale de football association, essaie de réglementer ça. Pour qu'on puisse savoir que pour avoir un centre de football, voilà les conditions, les critères remplis. On a 200 mètres carrés quelque part, on réunit 2 joueurs, on achète 2 ballons, on dit voilà qu'on a déjà un centre de formation. Alors qu'un centre de formation, c'est un tout. Au vu de l'échec des 5 représentants africains à la dernière Coupe du Monde, les dirigeants des centres de formation ont la lourde tâche d'assurer la relève quand on sait que plusieurs grands noms du football issus de ces centres en sont à la fin de leur carrière. Et justement, nous allons parler dans cette émission des grands joueurs qui ont été formés dans les académies. Mais après ce jingle, nous allons ouvrir un débat. Amara Simba, tout le monde se lance justement dans les académies. C'est du business ou c'est du sérieux pour certains pays? Moi, je pense que les deux vont ensemble. Et quand on se lance dans un truc d'académie, déjà, il y a les infrastructures qui sont à mettre en place. Et quand c'est vraiment bien pris au sérieux et que c'est bien respecté, forcément, on arrive à sortir des bons joueurs.
Vous avez une intention de monter des académies sur le continent ou pas? Non, mais bon, c'est des projets qui sont intéressants à faire, mais avec beaucoup plus de sérieux. C'est très lourd. Je parle par rapport à mes amis qui l'ont réussi, c'est-à-dire Jimmy et Bernard Lama, avec Patrick Vieira, le Jambars, qui a, avec Jimmy. avec Jimmy, qui a bien fonctionné et qui ont eu quand même pas mal de joueurs en équipe nationale. Donc, parce qu'il y avait une structure quand même bien autour. Donc ça, c'est des exemples. Bon, si on a plusieurs comme ça en Afrique, je pense que ça peut aider. Mais après, il ne faut pas se cacher la vérité, c'est qu'un bon joueur, dès qu'il commence à sortir, il est appelé ailleurs. Donc, pour pouvoir les garder, il faut qu'on ait vraiment les moyens. Mais dès qu'on commence à les former, ils sont repérés. Donc, il y a des... Et ça signifie que, bien sûr, les académies gagnent beaucoup d'argent lorsque les joueurs formateurs aussi. Nous allons voir du côté du Sénégal tout à l'heure tous ceux qui sont partis, mais jette un coup d'œil avant de retrouver Samuel Nono et Noureddine Sali sur les académies. Notamment, nous avons sélectionné la SEC de Mimosa et l'académie Oujiana. Alors, bien entendu, au Maroc, il y a l'académie Mohamed V. Si je me trompe, vous me dites. En Tunisie, Planète Foot Academy. En Égypte, Elite Foot Academy. Au Cameroun, Académie de football de Douala, avec Bédimo et Montpellier. Où il y a aussi, il y a le Mali aussi, il y a la Côte d'Ivoire avec la SEC de Mimosa que vous avez vu. Au Sénégal, Diambar, c'est Génération Foot. Au Ghana, Rai to Dream. Au Togo, École de foot de Niasengue et il y a Dema. En Guinée, c'est l'académie de foot de Conakry. C'est ça? Oui, au Gabon, Fondation Samuel Eto'o à Libreville. Et puis, bien sûr, il y a d'autres. Alors, Samuel, vous pensez que c'est vraiment une véritable richesse pour les jeunes footballeurs africains, où ça ne sert à rien, ou bien il faut monter carrément des académies uniques, pas trop, il faut des pays qui aient trop. Non, je pense qu'il en faudrait. Et puis, gagner de l'argent dans une académie, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de honte là-dessus. Par contre, qu'est-ce qu'on sert dans le contenu? Quand on parle d'académie, je fais un peu référence à un centre de formation. Quand on dit centre de formation, il y a la formation sur le plan purement technique, il y a la formation aussi sur le plan académique, c'est-à-dire permettre aux jeunes, on sait tous que dans le système francophone, je reste dessus, pour avoir la possibilité de développer dans un enseignement supérieur professionnel, le minimum, c'est le bac. Donc, est-ce qu'on peut les accompagner jusqu'au bac, que ce soit professionnel ou d'enseignement général? Si on garantit ça, et après que le club, parce qu'il y a un ou deux talents, parce qu'il faut leur dire la vérité, vous pouvez être 100 dans l'académie, vous ne serez pas 100 professionnels. Donc, quelque part, il faut avoir un métier, il faut avoir quelque chose qui vous permette de basculer, de partir de ce milieu sportif pour, justement, après... dans la vie active. Et autre chose, c'est de rendre nos championnats attrayants. Amara parlait des infrastructures. C'est difficile de faire 2 pas sur un stade, je sais pas, dans mon village. Et ici, quand ils viennent, ils sont hyper à l'aise. Donc, on est souvent surpris quand ces joueurs qui jouent très bien dans les championnats en Occident rentrent à l'équipe nationale et n'arrivent pas à jouer comme ils jouent en Occident. Déjà, il y a un problème d'infrastructure. Et puis, deuxièmement, il y a aussi, il faut le rappeler, il y a le fait que les académies, elles naissent de façon anarchique parce que les fédérations n'ont pas la même mise. On ne labellise pas... Je parle des cas que je connais. On ne labellise pas ces écoles ou académies. Si les fédérations labellisaient en vérifiant les contenus, je pense qu'après ce joueur qui va jouer à l'étranger professionnel, je pense que dans le football ça se fait, il y a une partie qui est versée au club formateur. Voilà. Par exemple, ça permet aux autres de remonter. Donc il y a plusieurs aspects, mais gagner de l'argent en soi, ça ne pose pas de problème. Mais exploiter les jeunes, oui, là, c'est notre problème. Oui. Alors, Noureddine, moi, il y a une question qui m'interpelle. Diambars a formé beaucoup de joueurs. Donc, c'est-à-dire le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Diambars, Pape Souaré, que vous connaissez bien, qui joue à Crystal Palace, Idriss Gueye, qui joue aussi à Crystal Palace, Karabodj, que vous connaissez aussi, qui était dans le championnat de France l'année dernière, qui a été prêté à Anderlecht, Saliou Ciss, qui joue à Angers, Pape Alioune Dia, qui joue à Galatasaray, Vieux Yaya Sané, qui joue à Bursaspor, et Adama Bengue, qui joue à Caen. On a l'impression que l'Afrique du Nord a beaucoup d'académies, mais on ne voit pas partir les joueurs, à moins qu'ils restent dans un championnat qui est professionnel en Afrique du Nord. Expliquez-nous.
Non, même si on parlait de l'infrastructure du côté du Maghreb, ça ne veut pas dire que automatiquement tu as des académies. Et quand on parle de notre ami Jimmy qu'on salue au passage et la politique qu'il a mis avec les trois ex-internationaux, je pense qu'il y avait une vraie structure qui a été mise en place par des gens compétents. Je connais des centres de formation, des académies du côté du Maroc ou de l'Algérie ou de la Tunisie. La seule, c'est celle qui était celle de Mohamed VI, mais quand il y avait un vrai patron, quelqu'un qui connaît très bien la formation, lui qu'on a ramené pour être le directeur technique actuellement du côté du football marocain. Donc moi je voudrais, si tu permets, mon cher José, juste d'attirer l'attention, c'est que Amara connaît très bien le milieu. C'est qu'à un certain moment, il y a des centres de formation où il y avait des sports-études. C'est qu'on voit un petit peu l'avenir d'abord du monde en lui-même, humainement, avant de parler de ses qualités, parce que comme vous avez évoqué, c'est pas les 100 qui vont être vraiment des professionnels. Mais le problème, c'est que ces derniers temps, ces centres de formation, voire ces académies, ils sont pillés très jeunes par des clubs ici en Europe et même en Afrique du Nord. Vous parlez de toutes les académies en entière, mon cher José. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est que la CAF et les instances continentales ont mis la main sur la chose et ils ont dressé des lignes rouges pour ne pas dépasser, pour ne pas trouver des mômes au bord des banlieues ici à Paris. Il y a des sociétés qui sont fleuries et j'ai rencontré des sociétés, ça détourne un petit peu la règle et la réglementation en vigueur pour aller chercher des pépites et eux, ils ne seront pas condamnés ni par la FIFA ni par la CAF. Et là, il faut vraiment tirer le signal d'alarme pour nos enfants et pour nos membres pour qu'ils continuent dans nos académies. C'est clair, Noureddine. Alors, du côté de la SEC Mimosa, il y a beaucoup de grands joueurs qui ont été formés. Il y a Gervinho, que vous avez dû voir aussi à la télévision ce week-end, qui a marqué un superbe but avec Parme. De Arsenal. Oui. Non, pas Gervinho qui joue à Parme. Ah oui, d'accord. Oui. Il y a Yaya Touré qui est parti à Olympiakos. Ouais. Il y a Kolo Touré aussi qui est au Celtic. Il y a encore Salomon Kalou, Emmanuel Eboué. Alors, que pensez-vous? La SEC et Diambars ont fait du bon boulot jusqu'à présent? Ben, dès que on sort des bons joueurs comme ça veut dire que le boulot a été fait quand même quelque part. Pour moi, ça a été fait quelque part, mais si on revient un peu en arrière, comme aujourd'hui, c'est juste les académies, ils ont tout aujourd'hui avec tout ce qui est ordinateur pour pouvoir travailler sur les deux. Ça veut dire foot et études. Donc c'est ce qui est intéressant aujourd'hui par rapport un peu en arrière. Là, ils ont toutes ces informations aujourd'hui pour que les gamins, quand ils sortent, au moins, voilà, s'il y a un pépin, il peut se retourner ailleurs, quoi. Mais quand on parle de quantité de joueurs sortis par une académie, pour moi, c'est une réussite quelque part. Oui, la SEC a sorti de grands joueurs. Hein. Et même ceux qui ont pris leur retraite, comme Marouna, Dindan, Roumarik, plein d'autres, quoi, Zokora, etc. Alors, ça ne marche pas toujours bien non plus pour les équipes des académies, parce que dans le championnat, Diambars va descendre en division inférieure. On regarde dans le tableau, justement, du championnat, avec Jaraf qui a terminé à la première place, et Diambars, eh bien, va plonger donc, en division inférieure avec Wakam et Guédiawaye, pardon. Que les Sénégalais m'excusent. Ouais, tu as corsé un peu le Wolof. Oui, allez-y. Vraiment, Amara, c'est intéressant de montrer ça en disant que Diambars va descendre, mais vous savez, on décide. Une fédération peut décider qu'un centre de formation type Diambars ne descend pas. Pourquoi? Parce que ça permet aux joueurs de se développer et de se confronter. Je dis à 18 ans, 16, 17, 18 ans, on n'a pas l'expérience de mon cher frère. Parce que il y a dans le métier, il y a le vice, il y a un certain nombre de choses. Mais je reviens un tout petit peu, juste un peu en arrière sur ce qu'il vient de nous dire. C'est important. Mais si on a des structures, vous avez parlé de la SEC d'Abidjan, c'était, je crois, le français Jean-Marc Guillot qui l'avait créé. Il était venu avec cette envie de faire, parce qu'il avait compris. Nous, en Afrique, les gens, ils apprennent à jouer dans la rue, avec un chiffon, etc. On l'a fait, les chaussettes et tout. Mais ce génie-là, il existe. Mais
Après, on essaie de structurer, parce que quand vous venez dans les clubs sont structurés, on dit on défend en bloc ou je ne maîtrise pas le football. Voilà. Mais donc, on vous apprend ça. Et on fait perdre le génie. Il y a des gens qui regardaient les championnats, par exemple, africains, les Cannes en Afrique, disaient, j'ai des amis, oui, mais avant, il y avait plus de spectacles que ça. Non, maintenant, il n'y a plus de spectacles. Tout le monde veut gagner. Donc, on met des structures en place. Bon, il faut défendre en bloc, il faut faire ceci, cela. Donc, il y a plein de choses là-dedans, mais revenons sur le fondamental quand même, c'est un centre de formation, c'est important en fonction du contenu. Et moi, je maintiens. Oui, tout à fait. C'est ce que vous disiez. Alors, quelle était la particularité de Jean-Marc Guillou, qui jouera à Nice, peut-être Amara ou Noureddine le sait c'est sérieux, non? Oui, quelle était sa particularité lorsqu'il était footballeur? Il était milieu, il mettait le pied sur le ballon. C'était un casseur. Organisateur sérieux. Il était... Boulot. Mais vous êtes beaucoup plus jeune. Vous êtes beaucoup plus jeune, Amara. C'était un Roland Courbis. Merci. Messieurs, nous allons faire un tout dernier tour sur les académies, justement. Vous savez que depuis 7 ans, le tournoi international des centres de formation favorise la rencontre entre les jeunes, justement, sur le continent. Regardez ce reportage de l'FC ONU et les commentaires qui sont assurés par Marcel Maron. La détection des talents est un défi pour les équipes nationales et les clubs africains. Ces dernières années, des initiatives pour favoriser la révélation des jeunes talents du football ont vu le jour. Depuis 7 ans, par exemple, le tournoi international des centres de formation TIC2F s'inscrit dans cette dynamique. Cette compétition met aux prises les moins de 17 ans issus des centres de formation et se tient chaque année au Bénin. La 7e édition a eu lieu du 17 au 23 avril 2017. Le bilan est plutôt positif, même, je dirais même satisfaisant, puisque aujourd'hui, je vous ai dit, il y a à peu près 7 à 8 garçons qui ont été révélés. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer au niveau de des différents clubs, voir avec leurs dirigeants, comment arriver à les faire partir en Europe pour éventuellement faire des essais. Et je pense qu'aujourd'hui, notre tournoi atteint vraiment l'apothéose parce qu'on devient un label. Le TIC2F est un label. Chaque année, ce rendez-vous du football favorise la rencontre entre jeunes talents, promoteurs de centres de formation et recruteurs. Cette 7e édition a connu la participation de 12 équipes des centres de formation de 7 pays africains. Elle a aussi connu la participation de recruteurs internationaux. C'est vrai que sur ce tournoi-là, il y a beaucoup de joueurs très intéressants. Après, il y a des joueurs qui sont intéressants parce qu'on peut parler de performance du moment. Et puis, il y a des joueurs qui sont intéressants de par leur profil, c'est-à-dire un potentiel existant sur lequel on peut travailler, on peut leur permettre de développer ce qu'ils savent faire. Après la détection des talents, leur suivi et leur insertion effective dans les clubs professionnels représentent un autre défi. À noter que plusieurs autres recruteurs de grands clubs d'Europe sont annoncés pour la 8e édition qui aura lieu en 2018. Messieurs, nous allons marquer la pause. Vous avez un tout dernier mot à dire de 20 secondes, Noureddine, Samuel et Amara? Oui, pour revenir à ces académies, quand on voit les 20, voire les 20 dernières années, la suprématie des académies guinéennes et nigériennes, c'est parce que, tout simplement, je reviens à Samuel, qu'est-ce qu'il a dit, c'est par rapport à la politique mettée en place. Est-ce qu'on a vraiment mis les vrais hommes à la tête de ces académies? Parce que quand on compare les membres, tu vois en Guinée, tu vois au Maroc, tu vois en Tunisie, c'est toujours des membres jeunes qui sentent le football et qui respirent de ça et qui mangent de ça, quoi. Amara, en 2 mots? Moi, je pense que chaque pays africain doit avoir une académie vraiment bien structurée. Je pense que c'est un atout. Samuel, en 2 mots aussi également. Du type INF, là, comment vous appelez ça? Du centre de formation. Maintenant, c'est Clairefontaine. Voilà, moi je pense que oui, effectivement, la réussite ou le développement du football en Afrique passe par des bonnes académies, moi, je le pense. Donc, aux fédérations nationales de reprendre la main. On ne dit pas de contrôler, de reprendre la main pour voir ce qui s'y fait. Et puis après, à la CAF de protéger les joueurs, comme tu l'as dit, Noureddine, sur les joueurs qu'on vient chercher à 15-16 ans et puis on les retrouve sur les portes. Je pense qu'ils ont mis quand même à moins de 18 ans, on ne peut pas. Voilà, donc je pense que les académies, c'est l'avenir du football, même l'avenir du sport. Sur le continent. En tout cas, les membres de la CAF nous écoutent, M. Ahmad Ahmad, car il y a l'Assemblée générale extraordinaire ce week-end et peut-être ils vont évoquer justement ces problèmes des jeunes joueurs qui sont pillés par les équipes occidentales. Fin de la 2e partie de cette émission. On se retrouve juste après pour la 3e partie.